Caporal Brahim Brahim, matricule 7412. Ça parce que vous avez peur. Mais oui, vous avez peur. Je n'ai jamais eu peur de vous. Jamais. ما ترفعش علي. موت وقف. تحيا الشرطية. Bonjour. Aujourd'hui, on se plonge dans un monument. L'opium et le bâton. Ah oui, Un roman de Mouloud Mamri, paru en 65, et puis devenu ce film culte d'Ahmed Rachedi en 71. exactement. C'est vraiment une exploration intense de la guerre d'Algérie, vécue au quotidien dans un village de Kabylie, Tala. C'est ça. Et pour nourrir notre discussion, on a pas mal de sources différentes, en fait. Bah oui, Oui, des critiques littéraires, cinématographiques, Diaspora Z, Le Monde, Africulture, Books Abroad, d'accord. des éléments aussi sur la vie de ma mairie, le contexte, tiré d'interviews, d'archives télé, Mhm. et même une thèse universitaire. Une thèse, Intéressant. oui, d'inspiration marxiste, qui donne un éclairage un peu différent sur le roman. D'accord. Mais l'idée fait de comprendre comment cette fiction arrive à saisir la complexité de la guerre, quoi. Oui, au-delà du récit factuel, Voilà, comment elle montre les choix impossibles, la souffrance humaine là-bas à Tabajala. Et puis, c'est l'occasion de revenir sur Mouloud Mameri, absolument. cet intellectuel engagé fascinant. Et puis, ce dialogue entre le livre et l'écran pour raconter l'histoire, en fait. Alors justement, Maméré, commençons par lui peut-être. Né en 1917 en Kabylie. Oui, Ce n'est pas juste un grand écrivain, c'est aussi un anthropologue, un linguiste, un défenseur acharné de la culture et de la langue amazigh. cet ancrage kabyle, ça vient de sa famille aussi, non? Artisan bijoutier, c'est ça? C'est ça, c'est fondamental pour comprendre son œuvre, cet ancrage. Et son parcours? Assez incroyable. Les études. Alger, Rabat, Paris, Oui. la mobilisation pendant la Seconde Guerre mondiale. Mm. Il a combattu en Italie, en France, en Allemagne. Mm. Puis, il devient prof de lettres. Mais c'est son engagement pendant la guerre d'Algérie qui transforme, qui nous intéresse le plus ici. Tout à fait. Et il n'est pas resté spectateur, loin de là. Non. Bah non, sous pseudonyme, il écrit pour l'ONU, pour dénoncer les exactions françaises. Ah oui, quand même. Du coup, ça le met en danger, forcément. Il est recherché par les paras, ceux de Bidjar. D'accord. Et il doit s'exiler au Maroc, entre 57 et 62. Et cet exil et cette confrontation directe avec le conflit, ça va nourrir l'opium et bâton, c'est sûr. Et même après l'indépendance, son parcours reste compliqué, non? Avec cet engagement identitaire. Il enseigne le berbère à Alger, mais... Mais on supprime sa chair. Oui. Considérée comme une science coloniale, qui diviserait le pays. C'est fou comme ironie quand même, absolument tragique. Mais bon, il continue son travail au CRAP, le Centre de recherche anthropologique. Oui? Puis il fonde un centre d'études amazigh à Paris. Et il devient, un peu malgré lui, une figure centrale du printemps berbère en 80. Ah oui, le printemps berbère, c'était l'interdiction d'une de ses conférences, c'est ça, à Tizi Ouzou. C'est ça, sur la poésie kabyle ancienne. Ça a mis le feu aux poudres. Donc c'est cet homme-là, intellectuel rigoureux, militant culturel, témoin direct de l'histoire, qui écrit L'opium et le bâton en 65. Voilà. On sent bien que ça ne peut pas être juste un simple récit de guerre. Non, pas du tout. Le roman paraît juste après la fin du conflit et il est tout de suite reconnu comme une œuvre majeure. Il nous emmène où exactement? À Tala, ce village kabyle qui devient une sorte de microcosme de l'Algérie en guerre. Et l'intrigue, elle tourne autour d'une famille, les Lazrek, Les Lazrek, oui. dont les membres en fait vont incarner différentes façons de vivre l'histoire, quoi. Alors, il y a Bachir, Oui, le médecin, oui. formé en France, il vit à Alger. Et au début, il veut rester en dehors de tout ça. C'est ça. Il a cette phrase assez terrible. Mm. La presse d'Alger, sa radio, sont des entreprises de viol organisé. Je n'aime pas être violé. Oui, c'est fort. C'est la posture de l'intellectuel qui refuse la propagande, mais
ça va vite devenir intenable pour lui. Intenable, comment ça? Il y a un incident. Il refuse de soigner un maquisard, Ah, qui se fait arrêter ensuite. Et là, il a peur des représailles, peur d'être compromis, alors il retourne à Tala. et là, c'est le choc. C'est le choc total avec la réalité brute, oui. La misère, la faim. Il y a cette scène poignante avec sa mère. Un enfant pleure. Oui. Elle dit « Il n'y a rien à manger ». Et Bachir veut donner de l'argent. Et elle ajoute « Il n'y a rien à acheter ». La misère absolue. Le manque de tout. Voilà, et c'est ce réel qui le rattrape, qui le force à s'engager. Il devient médecin du maquis. Son parcours, c'est vraiment ça, le dilemme de l'intellectuel, en fait, hein. Oui, L'impossibilité de rester neutre face à l'oppression, mais aussi la difficulté, peut-être, de trouver sa place dans la lutte armée. c'est exactement ça. Et sa position finale dans le livre, ni l'opium ni le bâton, ça suggère quoi selon vous? Une sorte de lucidité, peut-être un peu désabusée, C'est une lecture possible, oui. Une forme de retrait après l'engagement. C'est complexe. très complexe. Et à l'opposé, on a son frère cadet, Ali. Ali, oui, Lui, c'est le combattant. c'est le combattant de l'ALN, l'armée de libération nationale, l'incarnation du héros nationaliste, engagé corps et âme, Il est sous les ordres du colonel Ami Rouge, une figure connue, prêt au sacrifice. prêt au sacrifice suprême, oui. Son exécution publique, c'est un moment clé du livre et encore plus du film. On y reviendra au film. Et puis il y a Belaïd, L'aîné, l'aîné revenu de France, qui lui semble avoir choisi l'autre camp, celui des Français. c'est comme ça que le roman le présente, de manière assez dure, comme un harki, un traître. Mais le film est différent là-dessus. Oui, le film introduit une nuance. Il suggère qu'il joue un double jeu, peut-être pour protéger sa famille. C'est intéressant ça, cette différence. Pourquoi, à votre avis? C'est un choix narratif de Rachedi, peut-être pour simplifier un peu ou pour coller à une certaine image de l'unité nationale post-indépendance. C'est possible. Alors que Mameri, dans le roman, il utilise Belaïd pour montrer que la guerre, ça fracture les familles, quoi. Exactement. Que les lignes de loyauté sont parfois très floues, très complexes. Mameri n'épargne personne, en fait. Il y a aussi ce personnage Tayeb. Ah, Tayeb, interprété par Rouched dans le film. C'est ça, le villageois qui vient d'une classe méprisée et qui devient harki par ressentiment social, en fait. Oui, sa réplique au moment où les soldats français détruisent les oliviers, c'est glaçant. Rappelez-la nous. Quelque chose comme vous me méprisiez parce que je n'en avais pas d'olivier. Ça montre comment la guerre, elle exacerbe des tensions sociales qui existaient déjà avant. C'est une des grandes forces du roman, ça. Absolument. Montrer que la lutte contre le colonialisme, elle se superpose à d'autres conflits, d'autres fractures, à l'intérieur même de la société kabyle. Il y a une critique de la rigidité sociale aussi, non? Du poids des traditions? Oui, tout à fait. Vous citiez cette phrase l'honnête homme est celui qui pose ses pieds très exactement sur des pieds de ses pairs. Terrible. C'est terrible comme résumé d'un certain immobilisme social, oui. Et les femmes? Quelle place elles ont dans tout ça? On a Asmina la mère. La mère, oui, très stoïque, ancrée dans ses traditions. Pour elle, la guerre, c'est une lutte contre les Chertiens, d'ailleurs. Et sa fille, Farouja? Farouja, victime de cette société patriarcale, mais il y a aussi Tassédite. L'agent de liaison? Oui, l'agent de liaison courageuse indispensable pour la résistance, pour la logistique, mais souvent invisible ou limité par les traditions. Mameri leur donnait une vraie place, quand même. Oui, elle montre à la fois leur force et l'oppression qu'elles subissent. C'est globalement le roman tisse une toile d'une richesse incroyable. Il dépeint la violence brute de la répression française. La torture, les exécutions sommaires, la politique de la terre brûlée, symbolisée par la destruction des oliviers. C'est l'âme de la Kabylie, des oliviers. C'est vrai. Il y a cette citation « Cette guerre sans nom condamnait tout le monde à la veulerie ». Ça dit bien l'atmosphère. Oui, une atmosphère délétère. Mais face à ça, il montre aussi une dignité immense. La solidarité des villageois, Le courage des maquisards. Il y a cette phrase magnifique « Contre le monde et ses calamités, nous n'avions rien à notre portée, ni la force, ni la science, ni la richesse. juste la dignité. Juste la dignité, voilà. Et le titre alors, l'opium et le bâton. Comment vous l'interprétez? Ça résume parfaitement la stratégie coloniale, non? L'opium, c'est la propagande, les fausses promesses pour endormir les consciences. Et le bâton? Et le bâton, c'est la répression brutale quand l'opium ne suffit plus. Mameri écrit « Après l'opium du journal, le bâton du juge ».
C'est incroyablement percutant comme formule. Oui. Quelle densité dans cette œuvre. Pas étonnant qu'elle ait inspiré une adaptation au cinéma. Oui, et c'est Ahmed Rachadi qui s'y est collé en 71, avec un film qui a vraiment marqué les esprits. Un film produit par l'ONC ici, l'Office national du cinéma algérien. C'est ça. Et qui est devenu un classique. Rachedi, il faut savoir, était lui-même un ancien maquisard. Ah, d'accord. Ça donne une authenticité particulière, j'imagine. Oui, et apparemment, ma mairie lui aurait donné carte blanche. Il lui aurait dit moi, j'ai écrit un livre, à toi de prendre ce que tu veux. Et Rachedi a fait des choix forts alors. Oui, des choix assez nets. Il resserre vraiment l'intrigue sur Tala, sur la lutte armée. Il supprime des choses par rapport au livre. Hein. Oui, par exemple, toute l'histoire d'amour de Bachir avec Claude, sa compagne française, ça disparaît. Ah oui. Et le séjour de Bachir au Maroc aussi, qui est assez développé dans le livre, c'est absent du film. Le focus, c'est vraiment l'action, la résistance collective à Tala. Et le casting? Impressionnant, non? Ah oui, le casting est exceptionnel et très significatif. On trouve des figures majeures du théâtre et du cinéma algérien. Qui ça, par exemple? Beaucoup venaient de la troupe artistique du FLN pendant la guerre. Mustapha Kateb, qui joue Bachir, Sid Ali Kouiré, inoubliable en Ali, Rouy Ched, parfait en Tayeb, le traître. Leur vécu apporte une force supplémentaire. Une force incroyable, oui. Ça sonne vrai. Et il y a aussi des acteurs français. Jean-Louis Trintignant, Marie-José Na. Trintignant joue un soldat français. Oui, et Marie-José Na joue Farouja, la sœur. Visuellement aussi, le film est très fort. La photo de Rachid Merabtine, la musique de Philippe Arteis. Le film est connu pour son réalisme. Hein. Oui, un réalisme assez cru de la guerre. Certaines scènes sont devenues iconiques. Comme l'exécution d'Ali. L'exécution d'Ali, avec ce cri terrible. Ya Ali mout Wakef. Ali meurt debout. C'est puissant. La destruction méthodique des oliviers par l'armée. La scène horrible du prisonnier jeté d'un hélicoptère. Ah oui. Ou ce face-à-face très tendu entre Ali, donc Kouiré, et le soldat joué par Trintignant. Ça prend aux tripes, vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que le film est moins centré sur Bachir que le roman, non? C'est une observation juste, oui. Bachir est là, bien sûr, mais son dilemme intérieur, ses questionnements, c'est peut-être moins exploré que dans le livre. On se demande parfois si le vrai héros du film, ce n'est pas Ali. Ou même le village entier, comme symbole de la résistance. C'est ça. Le film a une dimension plus chorale, je trouve. Il met davantage l'accent sur l'héroïsme collectif, le sacrifice pour la nation. C'est un film engagé, patriotique. Clairement, ce qui est logique dans le contexte de l'Algérie juste après l'indépendance. Oui, bien sûr. Mais est-ce que cette orientation, justement, ne risque pas de simplifier un peu les complexités que Mameri avait si finement tissées dans le roman? C'est une bonne question. Par exemple, certaines sources disent que les purges internes au FLN, qui seraient évoquées dans le livre, sont absentes du film. Oui, c'est un point qui est soulevé par certaines critiques. Pourquoi ce choix, à votre avis? Le film, par son contexte de production, par son objectif peut-être, met logiquement en avant l'unité et l'héroïsme face à l'ennemi commun. C'est un récit mobilisateur. Alors que Mameri, dans le roman, se permettait d'explorer plus les zones grises? C'est ça, les contradictions internes du mouvement de libération, les trahisons, les doutes. Il allait plus loin dans la complexité humaine peut-être. C'est là que l'analyse marxiste dont vous parliez au début Hum. devient intéressante, oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette analyse, Zeka? Elle souligne comment Mameri, dans le roman, met en lumière l'aliénation sociale, c'est-à-dire le poids des traditions, les divisions de classe, que la lutte nationale en fait a tendance à masquer, D'accord. et même l'aliénation religieuse. Elle voit la religion dans le roman comme une sorte de valeur refuge face aux colonisateurs chrétiens, ce qui est compréhensible. Mais Mais elle pointe aussi le risque que cette même religion devienne une force d'oppression interne ou qu'elle soit instrumentalisée par les nouvelles élites après l'indépendance. l'analyse va même plus loin, non? Sur le nationalisme lui-même. Oui, elle pose la question est-ce que le nationalisme, une fois l'indépendance acquise, ne pourrait pas devenir à son tour un nouvel opium? Un opium. C'est-à-dire? Quelque chose qui détourne le peuple des luttes sociales nécessaires pour une vraie émancipation au profit d'une unité nationale un peu artificielle. Et cette crainte, Mameri l'effleure dans le moment. Il semble l'effleurer, oui, quand il décrit la société marocaine post-indépendance où il s'est exilé. Il montre que les structures de classe, elles, perdurent. C'est toute la finesse de Mameri, en fait. Exactement. Son œuvre, ce n'est pas juste un pamphlet anticolonial. C'est une exploration profonde des mécanismes de domination, qu'ils soient externes ou internes,
et des dilemmes moraux qui en découlent. Et le film de Rachidi, à côté? Le film de Rachidi, c'est une œuvre cinématographique puissante, nécessaire, ne nous méprenons pas, mais il opère forcément une certaine simplification de cette complexité, pour servir un propos plus direct, plus mobilisateur pour l'époque. Ce qui nous ramène à cette question fondamentale, comment l'art, que ce soit la littérature ou le cinéma, comment ça raconte l'histoire? C'est la grande question. Mameri, Rachidi, ce sont des témoins engagés. Ils utilisent leur art pour crier la souffrance, la lutte d'un peuple. Mais est-ce qu'ils peuvent atteindre la vérité historique? Mameri lui-même, il était conscient des limites du langage face à l'horreur, je crois. Il écrit dans le roman que la réalité passait les phrases de si loin. C'est beau et terrible à la fois. Oui, la fiction, qu'elle soit littéraire ou cinématographique, elle ne peut offrir qu'une perspective, une interprétation. Mais quelle perspective? Ces œuvres, elles façonnent notre compréhension, notre mémoire collective de ces événements. Et le film de Rachedi, en particulier, a joué un rôle énorme dans la construction de ce récit national algérien après l'indépendance. Indéniablement, l'authenticité du vécu des créateurs lui donne une force. Oui, indéniable. Mais on voit bien que le contexte politique de l'époque a pu orienter certains choix narratifs. Alors que le roman de Mameri, Le roman de Mameri, avec ses nuances, ses personnages complexes, ses questions sur les dynamiques sociales internes, elle continue de nous parler aujourd'hui, peut-être même au-delà de ce que le film, plus centré sur l'épopée nationale, nous dit. donc en somme, l'opium et le bâton, le livre et le film, c'est un diptyque essentiel, quoi. Oui, absolument. Ils offrent une plongée bouleversante dans la guerre d'Algérie en Kabylie, portée par la vision engagée mais lucide de Mameri et la force cinématographique de Rachedi. C'est une œuvre double qui révèle les drames humains pris dans la tourmente de l'histoire et qui interroge la façon dont on la raconte, cette histoire. Et c'est une œuvre qui dépasse son cadre historique, vous disiez. Oui, je pense. La manière dont Mameri dissèque les dilemmes moraux, les pièges de l'engagement, les risques d'aliénation, même au sein d'une lutte juste, ça garde une pertinence troublante aujourd'hui. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut laisser nos auditeurs, nos auditrices réfléchir. Oui, Au-delà du contexte algérien spécifique, comment cette exploration sans concession des complexités humaines, des dynamiques de pouvoir internes et des écueils potentiels qui guettent toute lutte de libération ou toute construction nationale, comment tout ça résonne face aux défis, aux conflits contemporains qu'on observe ailleurs dans le monde aujourd'hui? C'est une excellente question pour terminer. Ça ouvre la réflexion. وجيتوا سي هنا بيطلع شوفكم. Tiens. Non, non, non. C'est du porc et dans ma religion, c'est défendu. On mange pas du porc. Mais que tu es con, je te dis que c'est pas du porc, c'est du bœuf. واش راكم تسناو؟ عيطوا جدودكم لصلاح بلادكم للجيش تاعكم. ما ترفدش عليه. موت وقف.